Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre ce 7 août le 54e anniversaire de son indépendance et nous sommes avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour faire un bilan, pour parler des sujets d'actualité qui rythment la vie sociopolitique et économique de notre pays. Nous parlerons également de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, de la Côte d'Ivoire dans le monde. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, David Mobio. Je suis avec Sali Siloué de Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Sali. Première question, Monsieur le Président. Quel sens donnez-vous à cette fête de l'indépendance? Le 7 août est un jour spécial. Le jour de l'anniversaire de notre accession à l'indépendance. C'est un jour spécial pour tous les Ivoiriens et je considère que ce jour doit être une journée de communion, une journée de rassemblement, une journée où tous les Ivoiriens se retrouvent pour faire le point, chacun à notre niveau, le bilan de notre vie, de ce que nous ressentons et aussi voir comment aller ensemble dans l'avenir. Quels sont les grands chantiers qu'en tant qu'Ivoiriens nous pouvons apporter à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui 54 ans. Ce n'est pas jeune, mais ce n'est pas vieux non plus. Et 54 ans, c'est la maturité. Et pour ma part, je considère le jour de l'indépendance comme un jour quasiment sacré. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas pu répondre à l'invitation du président Obama. J'ai téléphoné à la Maison-Blanche pour leur indiquer que je préfère rester à Abidjan pour célébrer avec mes concitoyens la fête nationale. Et je me rendrai ultérieurement, sans doute avant la fin de l'année, à Washington pour m'entretenir avec le président Obama. Donc c'est un jour important. C'est un jour spécial, c'est un jour où tous les Ivoiriens doivent essayer de faire le point de notre vie, de ce que nous avons pu apporter à la nation et de notre contribution dans le passé comme pour le futur. Ah, Monsieur le Président, depuis plus d'une dizaine d'années, cette fête de l'indépendance est célébrée sur l'esplanade ici du palais présidentiel. Or, ils sont nombreux, vos compatriotes, à souhaiter le retour de ces fêtes tournantes. Je crois que mes concitoyens ont raison et moi-même, j'ai vécu cela avec beaucoup de bonheur. Mais la Côte d'Ivoire a traversé une période de crise et je considérais que c'était très important d'aller vers nos concitoyens. Les fêtes tournantes une fois par an. Je suis aux affaires depuis 3 ans. J'aurais fait seulement 3 régions. À la date d'aujourd'hui, j'ai déjà visité 10 régions. Et bien évidemment, il y aura des occasions de faire la fête nationale dans telle ou telle région. Mais nous devons continuer à l'intérieur de la période. D'ailleurs, au mois de septembre, je compte aller dans l'IFU, voir mon aîné, le président Henri Konan Bédié à Daoukro. Donc, les fêtes tournantes, c'est bien, mais compte tenu de la situation de dégradation que nous avons trouvée, nous devons plutôt aller vers les populations, les rencontrer le plus souvent possible et faire le maximum de régions à l'intérieur d'une année. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, la fête nationale est sacrée. Oui. Malheureusement, l'on constate qu'à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, certains membres de l'opposition, même invités, ils sont absents. À l'occasion donc de ce 54e anniversaire de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, oui, quel est votre message pour ces frères et sœurs, oui, de la Côte d'Ivoire? Vous savez, la politique est ce qu'elle est. Il y a des moments de séparation, il y a des moments d'union. Je n'en fais pas un problème. Bien sûr, j'aurais souhaité que nous soyons tous ensemble à l'occasion de la fête. Ce n'est pas le cas maintenant, mais je pense que dans le futur, ce sera bien le cas. J'ai indiqué à l'opposition, tous ceux que j'ai pu rencontrer directement ou indirectement, que la Côte d'Ivoire appartient à tous. Et nous devons tous la soigner, nous devons tous contribuer à son évolution. Et je suis heureux de constater que ce message porte, puisque plusieurs membres de l'opposition, sinon la totalité de l'opposition, a maintenant accepté le dialogue politique, et surtout avec la mise en place de la commission électorale indépendante, malgré les divergences, les quelques problèmes que nous avons vécus. J'ai bon espoir que dans les jours à venir, opposition comme pouvoir,
seront dans la commission électorale indépendante pour préparer les élections démocratiques dans les mois à venir. Alors, Monsieur le Président, 3 ans après votre arrivée au pouvoir, la Côte d'Ivoire, on peut le dire, est redevenue un pays attractif pour les investisseurs. La croissance est au rendez-vous et on parle même de croissance à 2 chiffres attendus cette année 2014. Alors, quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de votre programme de gouvernement? Bilan également des institutions de la République, Monsieur le Président. Vous savez, quand j'ai commencé ma campagne, c'était déjà en 2009, et je parlais d'un certain nombre de projets, de programmes pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise, pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Les milliards que j'annonçais, beaucoup disaient, oh là là, ce sont tout simplement des chiffres et ça n'aura jamais une réalité. Mais aujourd'hui, je pense que le constat est fait, que ce programme est en exécution et les choses se déroulent bien. En 3 ans, nous avons quand même fait un taux de croissance de plus de 25% au total, c'est-à-dire plus de 9% par an. Ce qui veut dire que chaque Ivoirien a eu une augmentation de son niveau de vie d'à peu près 6%. Bien sûr, cela, c'est du papier et il faut le voir maintenant dans le quotidien des Ivoiriens. Nous en reparlerons. Ce que je peux indiquer, c'est que j'ai trouvé une situation totalement dégradée quand j'ai pris fonction. Je laisse de côté la crise post-électorale, qui a été un drame pour nous tous. Mais au-delà de la crise post-électorale, ce pays avait connu des problèmes de mauvaise gouvernance pendant une dizaine d'années. Alors il faut réparer tout cela, ça prend du temps. J'ai passé quasiment 1 année, 18 mois à le faire. Bon, maintenant je considère que les choses sont sur les rails, j'ai une très bonne équipe et nous continuons. Nous sommes confiants que nous allons sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté, les Ivoiriens de la pauvreté. Que la Côte d'Ivoire, dans les années à venir, sera un pays modèle, un pays où il fera bon vivre, un pays qui pourra montrer au monde qu'avec la bonne gestion, on peut faire profiter l'ensemble des populations au fruit de la croissance. Monsieur le Président, certes, vous faites un bilan positif, mais il faut quand même remarquer qu'il y a une institution qui n'a pas du tout fonctionné. Il s'agit du Conseil économique et social. Oui. Et pourtant, un président a été désigné. C'est vrai, nous n'avons pas encore pu mettre en place le Conseil économique et social pour des raisons diverses. J'ai été en contact avec le président Henri Konan Bédié et nous comptons le faire dès le mois d'octobre. Je tairai les raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu le faire aussi rapidement. Ce sont des questions donc importantes, humaines, mais mon objectif, c'est que ce Conseil prenne fonction au plus tard en octobre 2014. Alors, c'est peu de le dire, Monsieur le Président, reconstruire un pays nécessite toutes les forces vives, la participation de toutes les forces vives de la nation. Et vous l'avez bien compris, dès votre arrivée au pouvoir, vous avez accordé une priorité à la réconciliation nationale. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec ce processus de paix et de cohésion sociale? La réconciliation n'est pas tout simplement le fait de se parler, mais c'est surtout le fait de vivre ensemble, de s'accepter les uns les autres. Et je pense que sur ça, nous avons fait un chemin considérable, partout dans le pays. Bien sûr, les régions les plus meurtries, c'était d'abord Abidjan, et aussi dans l'ouest, dans le centre. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai commencé la visite d'État par l'ouest, où je suis allé à 2 reprises. Et ensuite aussi, je suis allé dans le centre. Et bien sûr, je réside à Abidjan et je vois beaucoup de monde. Et je crois que les choses vont dans la bonne direction. Les Ivoiriens se réconcilient, ça se voit au quotidien. Les gens habitent dans les mêmes quartiers maintenant, dans les mêmes cours communes. Ce n'était pas le cas avant. Les enfants vont à l'école. J'ai eu des cas où des enfants qui avaient eu des difficultés, ce sont tous les parents de toutes les ethnies qui sont venus au secours de cet enfant. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais ceci montre que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver sa cohésion. Et ceci me paraît essentiel pour construire une nation forte. Alors maintenant, il y a la réconciliation des peuples, des populations, des Ivoiriens en général. Là, ça se déroule bien. Mais évidemment, il y a la réconciliation politique, je dirais. Là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les hommes politiques ont chacun à son agenda et bon, prend son temps, à sa cadence.
Mais moi, je m'efforcerai toujours d'encourager les uns et les autres parce que j'ai été dans l'opposition moi-même. Et j'ai vécu des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais dans l'opposition, il faut être patient et il faut travailler. Il faut apprendre. Parce que l'alternance viendra tôt ou tard. Et quand l'alternance arrive, ceux qui ont été dans l'opposition doivent être en mesure de gérer et de bien gérer le pays. Donc je suis confiant, je crois que les choses se déroulent bien. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation que j'ai mise en place finit son travail dans les mois qui viennent, en septembre-octobre. Nous donnons maintenant la priorité aux victimes, puisque quand même c'est important. Beaucoup ont été entendus par la commission. Je crois que ce travail était important, de dire ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qu'elles souhaitent. Et je mettrai en place, à l'issue de du travail de la commission, un fonds spécial pour les victimes. Parce que bon, y en a qui ont tout perdu. Et les proches des victimes n'ont plus rien, même pas une habitation. Et des enfants qui ont été tués, les veuves sont là, elles n'ont pas de travail, aucun secours. Donc ce sont des questions sur lesquelles je me penche et pour lesquelles j'ai déjà provisionné de l'argent pour pouvoir indemniser les proches des victimes. Monsieur le Président, ce fonds d'indemnisation, vous pensez l'installer avant la fin de l'année? Parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse les Ivoiriens. Oui, le fonds sera disponible avant la fin de l'année. Dès que j'aurai la liste des victimes et le travail de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, évidemment, il faudrait qu'une structure soit habilitée à faire ce travail. Le Programme national de cohésion sociale fait du très bon travail. Ça pourrait continuer avec cette structure ou une autre structure. Mais l'essentiel, c'est que les victimes sentent la solidarité nationale. L'autre question, c'est l'ADDR. Des actions sont en train d'être posées pour la réinsertion de ces ex-combattants. Alors, à quand la fin de cette opération? Est-ce qu'elle avance bien? Oui. Je peux dire qu'elle avance bien en comparaison avec les autres pays. Vous prenez des pays comme le Rwanda, où c'est allé très vite et très bien. Vous prenez des pays comme Congo-Kinshasa, où ça se continue depuis une dizaine d'années. Nous avons commencé ce travail il y a 2 ans. Nous avons dénombré à peu près 74 000 ex-combattants et quasiment la moitié a pu être démobilisée. Et je veux surtout dire à ces jeunes gens de ne pas se décourager et d'abandonner la violence et de rendre les armes. Ce que je veux, c'est leur donner un avenir parce qu'en réalité, ces jeunes gens se sont trouvés dans une situation que nous déplorons tous. Maintenant, cette période est passée. Ils sont jeunes. Il faut qu'ils aient un avenir et nous mettrons en place une série de projets et je crois que ces projets se déroulent bien. Bien évidemment, ce n'est pas un processus facile. Si nous arrivons à boucler tout ça d'ici la fin de l'année ou donc au milieu de l'année prochaine, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Les autres pays ont pris 5 à 10 ans pour le faire. Donc la démobilisation, la DDR se déroule dans de très bonnes conditions. J'en profite pour féliciter Fidel Sarasoro, qui en est le responsable. Et il fait un excellent travail. Et je pense que les ex-combattants ont confiance également au processus. Et nous devons leur démontrer que nous ne leur donnons pas de l'argent tout simplement pour reprendre leurs armes, mais nous voulons leur donner un métier et un avenir. Monsieur le Président, une partie de l'opposition qui refusait de siéger dans le bureau de la Commission a finalement décidé d'y participer, mais l'opposition parle de bureau consensuel. Alors, que peut-on comprendre là-dessus? Oui, je pense que l'opposition a raison. Moi aussi, je souhaite un bureau consensuel. Vous savez, les commissaires sont désignés, comme vous le savez, comme je l'ai indiqué, la formule des 4 quarts, un quart donc l'administration, un quart le parti au pouvoir, un quart donc l'opposition et un quart la société civile. Les nominations sont faites, je pense que ça va se boucler dans les jours à venir et ils doivent se retrouver. D'abord, ils doivent prêter serment. Alors, une fois qu'ils prêtent serment devant le Conseil constitutionnel, ils ne doivent plus rien à personne, y compris ceux qui les ont nommés. Donc, c'est entre eux qu'ils doivent se mettre d'accord pour dire qui va être président, quels seront les vice-présidents, qui sera secrétaire. Je donne l'assurance à l'opposition et à la commission que je ne me mêlerai pas de cette affaire. Parce que je considère que la commission, c'est important. Mais j'ajoute aussi que ce n'est pas la commission qui est l'essentiel, c'est le vote des Ivoiriens. Les Ivoiriens donc doivent aller voter et nous devons très rapidement faire le recensement électoral
pour que les uns et les autres puissent avoir leur carte électeur et voter en octobre l'année prochaine, quand il y aura les élections présidentielles. Souvenez-vous que les dernières élections en Côte d'Ivoire, d'ailleurs depuis l'indépendance, les élections sont toujours bien passées. Il y a eu quelques escarmouches ici et là, notamment dans l'Ouest, mais globalement, les élections se sont toujours bien passées en Côte d'Ivoire. Le premier tour de l'élection de 2010 s'est bien passé. Le deuxième tour s'est également bien passé. C'est l'acceptation ou non des résultats qui a créé la crise. Je pense que mon pays ne devra plus vivre une telle situation, en tout cas pas avec moi, et je le souhaite également pour mes successeurs, que quand quelqu'un perd les élections, il reconnaisse qu'il a perdu les élections et qu'il rende donc les clés du palais à la personne qui a été élue démocratiquement. Les élections à venir seront démocratiques. Moi, je tiens à cela. C'est important pour moi, c'est important pour la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Cela va confirmer que nous sommes sortis définitivement de crise. Et je me réjouis que l'opposition maintenant accepte ou a décidé de participer à la commission électorale indépendante. C'est un pas important et je voudrais le féliciter. Monsieur le Président, vous confirmez la tenue de l'élection présidentielle l'année prochaine, en 2015, en octobre? Ah oui, mais tout à fait. Vous savez, je suis très attaché à la Constitution. La Constitution dit que les élections présidentielles, c'est en octobre tous les 5 ans. D'ailleurs, moi, mon mandat de manière effective n'a commencé qu'au mois de mai. Certains constitutionnalistes m'avaient dit, bon, on pourrait faire les élections en mai 2016. Je dis, il n'en est pas question. La Constitution demande que les élections aient lieu en octobre, la 5e année. Donc, les élections présidentielles auront lieu en octobre 2015. Et l'installation du bureau de la Commission? Dans les prochains jours, les prochaines semaines. En ce qui me concerne, je vais transmettre ces documents très rapidement au Conseil constitutionnel. J'espère qu'ils pourront prêter serment avant la fin du mois d'août et que le travail commence dès le début septembre. Monsieur le Président, vous avez annoncé votre candidature en 2015, candidature soutenue officiellement par l'un de vos alliés, il s'agit de l'UDPCI, et les deux autres, le PDCI et le MFA, ne se sont pas encore prononcés officiellement. Occasion pour nous de vous demander quel est l'état de l'Alliance des oufouettistes. D'abord, l'Alliance va bien. J'ai rencontré mon aîné, le président Bédié, le 15 juillet. Nous avons eu un entretien important pour l'avenir, pas seulement de l'Alliance, mais de la Côte d'Ivoire. Le président Bédié est un homme d'État, c'est un homme de paix. Et par conséquent, il n'y a aucune difficulté quant à notre alliance. Maintenant, j'ai une équipe qui est au travail. Et je dois dire, cette équipe fait du bon travail, avec à sa tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Je souhaite continuer avec cette équipe le plus longtemps possible. Et bien évidemment, je suis heureux de constater que certains, comme le ministre d'État Mabry de l'UDPCI et l'UDPCI, m'apportent déjà leur soutien. Par conséquent, on continue. Nous continuons ensemble et je souhaite que nous soyons tous ensemble pour faire les prochaines élections. Parce que c'est important qu'il n'y ait pas trop d'interruptions dans le travail du gouvernement. Vous voyez, je n'ai pas trop insisté sur la situation que j'ai trouvée parce que je ne voudrais pas rentrer dans le passé. Mais la Côte d'Ivoire était dans un état catastrophique. Nous avons perdu 1 année et demie. J'ai mis en place une équipe maintenant qui connaît mes méthodes de travail. Souvenez-vous, j'ai été Premier ministre dans notre pays de 90 à 93. Tout le monde a dit pendant cette période, voilà, la Côte d'Ivoire allait bien, le Premier ministre Ouattara faisait du bon travail. C'est parce que nous avions le ministre Duncan, qui était mon ministre des Finances, et moi, inculqué une méthode de travail à notre équipe. L'équipe actuelle fait un excellent travail. Je ne voudrais pas interrompre ce travail, ou pour faire des mois et des mois de campagne électorale, ou bien changer de gouvernement immédiatement après les élections. Ce ne serait pas mon intention. Mais bien évidemment, il appartient à chaque parti de prendre sa décision. Et en ce moment-là, à moi d'en tirer les leçons. Mais je suis confiant que nous continuerons tous ensemble pour que la Côte d'Ivoire qui est au travail continue de faire du bon travail avec cette équipe. Monsieur le Président, votre ambition, c'est de conduire la Côte d'Ivoire vers son émergence à l'horizon 2020.
Pour cela, il y a eu une opération de recensement général de la population et de l'habitat, mais que certains ont vite fait de lier à une opération d'identification, une opération électorale. Qu'en est-il exactement? Pour moi, c'était la période chaude, hein, vous savez. Je pense que au sein de certains partis politiques qui se cherchaient eux-mêmes, mais tout ça, c'est du passé. Le recensement a eu lieu, ça s'est très bien passé, à 98,2%, ça ne pouvait pas être mieux. Et les chiffres seront disponibles d'ici la fin de l'année. Tout le monde sait, y compris ceux qui l'ont boycotté, que ce n'était pas une opération politique, c'est une opération décennale. La dernière a eu lieu en 1998. Nous aurions dû faire notre recensement en 2008. Bon, à cause de la crise, ça n'a pas été possible. Je ne blâme personne. Faire cela en 2014, c'est avec 6 ans de retard. Mais nous l'avons fait. Ça s'est très bien passé. Les chiffres seront disponibles. Maintenant, pour les élections, c'est toute une autre affaire. Il y aura un recensement électoral, mais qui sera fait par la commission électorale indépendante, où tout le monde se retrouve. C'est pour cela que ce système où tout le monde est représenté est une bonne chose, parce que du recensement jusqu'au dépouillement et à la proclamation, tout le monde est présent. Donc on se surveille les uns les autres, si je puis dire ainsi. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez quelques précisions, depuis que vous avez lancé le mot « émergence », ce mot est quelque peu galvaudé. Quel est véritablement le contenu de l'émergence d'ici 2020? L'émergence, d'abord, l'objectif, c'est de sortir la Côte d'Ivoire d'un état où la moitié de la population est en pauvreté. L'émergence, c'est avoir le minimum de pauvres possible. Il y a toujours des pauvres, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout. Donc, je voudrais qu'en 2020, nous ayons un taux de pauvreté le plus bas possible, 10-15%. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'avec les progrès économiques que nous allons faire, nous allons doubler le revenu par tête d'habitant. Vous me direz qu'on a déjà doublé le SMIC, mais tout le monde ne reçoit pas le SMIC doublé. Mais vous me direz que nous avons augmenté les prix aux producteurs et que les paysans reçoivent 15% de plus qu'ils ne recevaient il y a 2 ou 3 ans. Que les fonctionnaires reçoivent beaucoup plus, mais ce n'est pas cela l'émergence. L'émergence, c'est amener le maximum de gens vers une situation de bien-être. Donc, je souhaite que le revenu par tête d'habitant soit doublé. Si vous touchez maintenant, Sali, disons 1 million à la RTI, ça veut dire que vous devez toucher 2 millions. J'aurais bien aimé. Tout à fait, on aurait souhaité toucher le million. Donc, voyez, c'est pour dire que tous les Ivoiriens doivent voir une amélioration de leurs conditions de vie, et d'un. Deuxièmement, que les conditions de l'environnement doivent s'améliorer, et que l'eau potable soit donnée à la quasi-totalité de la population, qu'il y ait de l'électricité partout, que les questions de santé soient résolues, les questions d'école, les questions d'infrastructure. L'émergence englobe tout cela. Ça veut dire que le pays a fait un bond spectaculaire. Ce n'est plus considéré comme un pays pauvre ou un pays en sortie de crise ou un pays en développement, mais c'est un pays émergent, c'est-à-dire qu'il a émergé de la pauvreté et que c'est une stabilité à moyen et long terme et que cette émergence se poursuivra pour amener le pays à être un pays développé, fortement développé, avec un secteur industriel important et ainsi de suite. Monsieur le Président, des routes et autoroutes ont été déjà inaugurées et des ponts le seront dans les mois à venir. Y a-t-il des chantiers prioritaires que vous allez engager dans le cadre de ce défi de l'émergence, Monsieur le Président? Oui, vous savez, je le disais, l'émergence, c'est d'abord la bonne politique économique pour le bien-être du plus grand nombre. Maintenant, cela se traduit par une série d'investissements, y compris dans les infrastructures. Bon, tout ça est visible, hein. Que ce soit les ponts, les barrages et ainsi de suite. Mais j'ai à l'esprit, pour les mois à venir, 3 priorités en réalité, qui ne sont pas liées nécessairement à l'émergence, parce que l'émergence est en 2020, mais qui concernent la préoccupation des Ivoiriens telle que je le ressens et telle que je l'entends. La première chose, c'est la question donc, de la dette intérieure. La deuxième chose, c'est la question donc, du coût de la vie. Les Ivoiriens considèrent qu'il y a un problème avec le coût de la vie, malgré les efforts qui sont faits. Et la troisième chose, c'est la nécessité pour nous de faire en sorte que
la Côte d'Ivoire puisse régler le problème de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Voici les 3 priorités que j'ai assignées au Premier ministre et au gouvernement pour les mois à venir et que nous ayons des résultats concrets à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ce sont des chantiers importants. Je suis sûr que vous êtes d'accord que ça, ce sont des priorités. Je suis sûr que comme moi, vous les entendez au lieu de travail, dans les familles, dans les quartiers. Si nous arrivons à donner un signal fort, à mettre en place des décisions fortes sur ces questions, je crois qu'on aura fait un bon qualitatif, bien sûr vers l'émergence, parce que ça contribuera évidemment à l'émergence. En attendant, Monsieur le Président, de revenir largement sur ces 3 priorités, vous avez dit tantôt que l'un des aspects de l'émergence était de fournir de l'eau potable à tous vos concitoyens. Alors, on va en parler. Dans certains quartiers du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays, la situation s'est sensiblement améliorée, tout le monde le voit, mais les besoins restent encore énormes pour les populations. Cela m'amène à vous demander à quand la couverture totale du territoire national pour ce qui concerne l'eau potable et l'électricité. Oui, c'est-à-dire, vous avez raison. Vous voyez, on oublie souvent la situation que nous avons trouvée. Quand moi je suis arrivé aux affaires, la fourniture d'eau d'Abidjan ne dépassait pas les 65%. Aujourd'hui, nous sommes à 90%. Et à partir de décembre-janvier, nous aurons de l'eau potable sur toute la ville d'Abidjan. Vous savez, Abidjan, c'est quand même 5 millions d'habitants. Et grâce à tout ce qui a été fait comme travaux, notamment donc le forage à Bonois et ailleurs. Donc, à l'intérieur, dans les grandes villes, j'ai inauguré des châteaux d'eau ici et là. J'ai inauguré toute une série de possibilités de fournir de l'eau aux populations, à l'ouest notamment, au nord, un peu au centre. Et par conséquent, Abidjan, disons, c'est la fin de l'année. Et pour le reste du pays, les grandes villes et les villes secondaires, en 2016, ce sera une chose réglée. Il restera maintenant à aller plus loin dans les villages. Et sur les villages, nous avons fait beaucoup déjà. Quasiment toutes les pompes villageoises qui étaient en panne, quand je suis arrivé aux affaires, ont été maintenant toutes réparées. Et nous avons un contrat avec la SODECI pour l'entretien de ces pompes pour que dès qu'elles tombent en panne, on puisse les réparer. Le défi qui restera, c'est de voir les endroits spécifiques où nous aurons des difficultés, c'est de faire de nouvelles pompes ou de nouveaux châteaux d'eau. C'est comme la couverture de la télévision. Quand nous sommes arrivés, la couverture était à peine à 50%. Aujourd'hui, nous sommes à quoi? 93-94%. Il y aura toujours un endroit ici et là, même dans les pays industrialisés, où il y aura des problèmes d'eau, mais très minimes. Donc, je suis confiant qu'à l'émergence, en 2020, bien avant, nous n'aurons plus de problèmes d'eau. Ce sera la même chose pour l'électricité. D'ailleurs, nous avons pris des mesures pour baisser le prix de l'abonnement. Et nous avons un prêt important pour refaire tout le système de distribution. Parce que quelquefois, tout n'est pas de produire de l'électricité, mais il faut amener l'électricité aux usines, aux domiciles, etc., au bureau. Et ce travail est en cours et dans 18 mois, dans 2 ans, nous aurons réhabilité tout le système de distribution de l'électricité. Nous produisions moins de 1000 mégawatts d'électricité quand je suis venu aux affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 1650 mégawatts. À l'horizon, et d'ailleurs nous donnons de l'électricité à des pays voisins, le Burkina, le Mali, le Bénin, le Togo, le Ghana, bientôt le Libéria. Et à l'horizon 2020, nous allons avoir une capacité de 4000 mégawatts. Vous savez, ceci veut dire que nous aurons la même capacité que le Nigeria d'aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020, aura peut-être 30 millions d'habitants, mais le Nigeria aujourd'hui a 170 millions d'habitants et ne produit que 4000 mégawatts. Donc en 2020, nous aurons 4000 mégawatts de capacité. C'est-à-dire un peu tous les chantiers qui sont en cours convergent au même objectif, c'est de créer de meilleures conditions de vie pour l'ensemble de nos concitoyens et des populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc l'électricité pour tous, c'est possible en Côte d'Ivoire? C'est possible et ce sera fait pour 2020. Voilà. Vous vous préoccupez du bien-être de vos concitoyens. Après l'eau potable, l'électricité, passons à la santé.
Pour ce qui concerne la santé, vous avez envisagé de mettre en place la couverture médicale universelle pour permettre à vos populations d'accéder aux soins de santé beaucoup plus facilement. Oui. Alors, où en êtes-vous avec ce projet ambitieux, Monsieur le Président? Ce projet est en bonne marche. Ce n'est pas un projet facile, c'est un projet qui demande beaucoup d'expertise. Nous avons eu un comité technique qui a fait du très bon travail, aussi bien au niveau du gouvernement, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Santé, la présidence et les autres intervenants. Nous avons maintenant réussi à mettre en place un conseil d'administration il y a à peine une semaine. Et ce conseil d'administration doit maintenant travailler sur le détail de tout ce qui se fait. Et je leur ai donné comme objectif de mettre en place ce projet à la fin de l'année ou au plus tard en début d'année prochaine. Ça demandera une mise de fonds que nous allons donc mettre en provision pour pouvoir démarrer le système de couverture médicale universelle. Il faudra trouver des ressources importantes pour les plus défavorisés. Vous voyez, parce qu'il faudra bien sûr un ticket modérateur, mais les plus défavorisés ne pourront rien payer. Donc il faudrait prévoir de les prendre en charge, quasiment gratuitement. Et c'est tous ces mécanismes que nous sommes en train de travailler. Et je suis confiant que l'équipe qui est en place, surtout l'équipe qui a été nommée avec le conseil d'administration et le directeur général, d'ailleurs, qui a été quelqu'un qui a quand même une très grande expérience, tout ça va bien faire aboutir ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons demandé aux entreprises, si possible, de développer cela à leur niveau et toutes les structures qui peuvent le faire doivent le faire en attendant que la couverture globale se mette en place. Le 7 août 2012, Monsieur le Président, vous avez annoncé la réhabilitation de tous les centres hospitaliers régionaux et universitaires du pays. Oui. 2 ans après, Monsieur le Président, quel est le point de la situation, mais surtout le rééquipement de ces centres de santé? Oui, vous savez, le ministre de la Santé, je l'ai vu d'ailleurs sur vos plateaux récemment, il a donné toutes les informations à ce sujet. C'est dire que nous tenons le calendrier. Nous avons eu quelques problèmes de financement à un moment donné, mais bien évidemment, tout ça est derrière nous. Nous avons, je viens d'inaugurer l'hôpital général d'Adjamé, nous avons aidé à terminer l'hôpital Joseph Moscati à Yamoussoukro, à la Basilique. Nous sommes en train de terminer l'hôpital d'Angré que je vais inaugurer. Nous sommes en train de réhabiliter tous les CHU d'Abidjan. Vous savez, le CHU de Yopougon, c'est quand même quelque chose d'important, c'est plus de 30 milliards d'investissements. D'ici 2016, ce sera totalement réhabilité, et ainsi de suite. Par conséquent, nous avons une ambition, et cette ambition est mise en œuvre. Et maintenant, il ne faut pas se contenter des hôpitaux, il faut aller plus loin, les centres de santé pour les villages. Et c'est pour ça que le recensement général de la population était important, parce que moi, je veux qu'il y ait un centre de santé dans tous les villages de plus de 500 habitants. Alors, si les gens ne se font pas recenser, s'il y a peut-être 700 habitants dans un village et il n'y a que 200 qui se font recenser, ce ne sera pas une priorité pour le gouvernement. Alors, je ne veux laisser aucun Ivoirien au bord de la route. Et ce projet de santé est essentiel, comme l'éducation, l'eau, l'électricité. Ce sont les engagements que j'ai pris et j'entends les respecter. Alors, toujours dans le domaine de la santé, l'actualité reste dominée dans la sous-région par l'épidémie de la fièvre Ebola. Oui, la Côte d'Ivoire a pris très tôt des mesures préventives. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que véritablement notre pays est à l'abri de cette épidémie qui a déjà fait, au 27 juillet dernier, plus de 700 morts? Oui, même 860. J'ai écouté ce matin une des radios internationales. C'est une épidémie vraiment atroce. Hein. Vous savez, c'est un drame pour la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria. Nous avons pris des mesures drastiques. Maintenant, je crois que les uns et les autres comprennent pourquoi nous avons pris ces mesures. Et je voudrais en profiter pour féliciter le Premier ministre et le ministre de la Santé, qui ont tout de même fait preuve de beaucoup de courage. Parce que, bon, vous savez, être ferme, le ministre de la Défense aussi, le ministre de la Sécurité, parce qu'à limiter les entrées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire parce que nous avons des suspicions de la fièvre Ebola, ce n'était pas une décision facile, mais cela a été fait grâce au préfet, grâce aux forces de l'ordre, tout le monde a contribué. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que empêcher la fièvre Ebola de pénétrer la Côte d'Ivoire dépend de chacun de nous.
C'est-à-dire toutes les recommandations qui sont faites à la télévision, notamment par le ministre de la Santé, par tous les opérateurs du secteur, notamment le directeur général de la santé, doivent être prises en compte. Éviter de manger certaines viandes, avoir la propreté chez soi, ne pas toucher aux cadavres qui ont pu avoir des problèmes fiévreux, et ainsi de suite. Donc il y a des détails qui sont donnés. Et chacun de nous doit veiller à le faire et à véhiculer cette information. Parce que chacun doit se considérer comme un médecin, comme un infirmier. Nous devons dire à tous ceux qui nous entourent, si vous avez de la fièvre, faites-vous voir rapidement. Qu'est-ce que vous avez mangé? J'espère que les uns et les autres respectent donc, les recommandations du ministre de la Santé et ne s'obligent pas à manger les viandes de brousse et autres ou des chauves-souris qui peuvent contaminer les personnes. Donc voilà, nous avons une responsabilité collective, individuelle, pas seulement gouvernementale. Parlons maintenant économie et finances. Le président, c'est votre domaine, donc c'est avec beaucoup de prudence que nous allons aborder. C'est mon domaine préféré. Absolument. Donc la Côte d'Ivoire recherche sur le marché financier international 500 millions de dollars pour le financement de son programme national de développement et les intentions de souscription ont été estimées à plus de 4 700 millions de dollars. Monsieur le Président, quel commentaire? Mais je vois que vous connaissez bien les chiffres. Mais nous sommes documentés, monsieur le ministre. Non, mais écoutez, je crois que je voudrais féliciter bien évidemment tous ceux qui ont participé à ce travail, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, les hauts fonctionnaires. Ils ont fait un travail remarquable. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, cela veut dire que la confiance est revenue et que la confiance n'est pas seulement maintenant nationale ou politique, mais c'est la confiance des marchés financiers internationaux. Et là, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. Parce que quand les financiers internationaux décident d'investir, ils regardent non seulement l'économie, mais ils regardent la politique, ils regardent les perspectives, ils regardent les risques. Et c'est la notation que nous avons obtenue de Moody's et de Fitch montre que la Côte d'Ivoire a une bonne notation et que surtout les perspectives selon ces instituts de sondage sont positives, que nous ferons de mieux en mieux chaque année. Alors, donc le fait que nous ayons voulu emprunter 500 millions de dollars et qu'on nous a proposé quasiment 5 milliards, ça veut 10 fois plus, vous avez donné le chiffre exact, c'est une marque de confiance considérable. Et nous aurions pu peut-être, au lieu de 500 millions, aller jusqu'à 1 milliard, 1,5 milliard, mais nous avons considéré en relation avec le Fonds monétaire international qu'il fallait se limiter à 750 millions de dollars. Et cela nous suffit pour le moment. Et je vais ajouter qu'une partie de ce montant, c'est pour nettoyer la mauvaise dette que nous avons trouvée sur place. Mais vous savez, nous avons trouvé sur place de l'endettement qui a été fait à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8%, à 7%. Là, les marchés financiers nous donnent des prêts, des crédits à 10 ans, avec un taux de moins de 6%, de 5,625%. Un bon banquier, vous avez dit, je suis économiste, c'est vrai, mais je suis aussi ancien gouverneur, même gouverneur honoraire de la BCEAO. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris une partie de cet argent pour nettoyer la mauvaise dette, c'est-à-dire les dettes à court terme, à taux d'intérêt élevé. Et nous continuerons d'aller sur les marchés internationaux pour nettoyer tout le portefeuille d'endettement du passé. Et bien sûr, la priorité de cet endettement, c'est d'investir. Nous voulons recommencer le financement du programme présidentiel d'urgence, où il y a eu quelques problèmes de trésorerie, toute une série de chantiers où on devait de l'argent aux entreprises. Et cette cavalerie financière qui a marqué le passé n'aura plus lieu en Côte d'Ivoire. Et donc moi, je me réjouis et je voudrais féliciter d'abord tous les souscripteurs qui voient que la Côte d'Ivoire est parmi un des meilleurs risques. Nous avons un taux de croissance élevé, l'un des plus élevés au monde. Nous sommes parmi les 10 pays au monde avec le taux de croissance le plus élevé. Un taux d'inflation de moins de 2%, c'est comme en France ou en Allemagne. Un déficit budgétaire de moins de 3% du PIB. Alors, même chose qu'en Allemagne, et mieux que la France. Et ainsi de suite, je pourrais continuer de vous donner tous les indicateurs qui sont positifs et qui montrent que le taux d'investissement, car il faut de l'investissement pour pouvoir produire. Et quand on produit, pour consommer ou exporter.
Et nous avons doublé quasiment le taux d'investissement depuis mon arrivée. Alors, et ainsi de suite. Donc c'est un message de confiance que la communauté financière internationale a donné au monde entier concernant la Côte d'Ivoire. Et nous devons continuer de mériter cette confiance. Et je suis confiant. Je suis sûr qu'avec l'équipe que j'ai, et cela revient à la question que vous m'avez posée concernant mon avenir politique. Pourquoi j'ai décidé d'être candidat et que je l'ai annoncé si tôt? Je voulais rassurer les marchés internationaux qui peuvent faire confiance en quelqu'un qui a déjà géré ce pays, qui a fait ses preuves ailleurs et qui peut mettre de l'ordre dans le pays, aussi bien au plan économique, au plan social, au plan financier, au plan politique. Et c'est cette confiance qui vient de se manifester. Et c'est pour cela que je souhaite continuer avec cette équipe. Et je ne veux pas de distraction. Je veux qu'on aille le plus loin possible ensemble, parce que c'est une très bonne équipe. Bien évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, pour la levée de ces capitaux sur le marché financier international, la Côte d'Ivoire a eu recours à des agences de notation, et Fitch et Moody's, qui ont donné les notes B et B1 avec perspective positive. Mais pour les citoyens ordinaires qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que cela signifie? Alors, en des mots plus simples. Cela veut dire que si vous êtes un élève dans la classe, nous avons été notés bien. Alors nous sommes B et B1, ça veut dire que nous sommes notés bien. Et maintenant, ce que moi je veux, c'est que nous soyons notés très bien dans 2 ans. Les notations se font tous les 2 ans. Et je suis confiant qu'avec de bonnes élections présidentielles, des élections démocratiques, que dans 2016, la notation sera au-delà. Mais je signale que même avec la note B, qui est bien, c'est la note bien, mais moi je suis très ambitieux pour mon pays parce que je crois que nous en avons la capacité. Le taux d'intérêt que nous avons eu est 1 demi-point supérieur au taux que le Portugal a obtenu sur les marchés internationaux il y a 3 mois. C'est-à-dire que nous ne sommes pas loin d'avoir les mêmes taux que les pays européens les plus avancés. C'est tout de même quelque chose de considérable pour un pays qui, il y a 3 ans, était en guerre, il y avait des cadavres, il y avait des morts dans les rues. C'est donc une renaissance de la Côte d'Ivoire à laquelle nous assistons. Alors, les perspectives positives, est-ce à dire qu'il y a des conditions assorties pour maintenir, pour avoir le cap sur ces perspectives positives? Non, mais c'est que la stabilité, par exemple. Il faut d'abord, pourquoi? Les investisseurs regardent la sécurité. Donc, nous avons la sécurité. Ils regardent l'économie. J'ai indiqué tous les critères que nous avons. Ils regardent tout l'environnement de justice, l'environnement des affaires. Nous avons fait des progrès considérables. Nous avons même mis en place une autorité pour la bonne gouvernance. Ils regardent également la qualité des dirigeants, et ainsi de suite. Alors, sur tous ces points, ils se sont rendus compte que nous avons fait des progrès considérables en très peu de temps. Maintenant, il faut continuer, il faut maintenir cela. Le tout n'est pas d'avoir une bonne note quand on est un élève ou un étudiant, c'est de maintenir cette note et de l'améliorer. Et j'ai dit à mon gouvernement que nous devons améliorer cette note. Et c'est pour cela que nous avons besoin aussi de démocratie renforcée, pour qu'on sente qu'une fois que des élections démocratiques ont eu lieu, que nous n'aurons plus les problèmes du passé, que la Côte d'Ivoire rentre dans une ère de stabilité et de démocratie renforcée. Et démocratie renforcée veut dire que le droit est appliqué. Pas seulement l'état de droit, mais le droit des personnes. Et moi, je veille scrupuleusement moi-même aux questions de l'état de droit et des droits des personnes. Parce que je tiens à ce que tous les Ivoiriens soient traités de la même manière. Je ne veux pas que la justice fasse de la discrimination entre certains Ivoiriens et d'autres. Et je crois que nous sommes en train de faire des progrès dans ce domaine. Pas assez suffisamment de mon point de vue, mais nous allons y arriver. C'est tout cela qui permettra à la communauté financière internationale de donner encore une meilleure note à la Côte d'Ivoire dans 2 ans. Voilà, Monsieur le Président, nous allons encore faire un pas en arrière parce que nous n'avons pas encore épuisé le volet finance. La Côte d'Ivoire a entrepris d'importantes réformes de ses finances publiques dans le cadre de la recherche de ses capitaux à l'étranger. Alors, quel est le point de ces réformes-là? Les réformes ont été nombreuses depuis 3 ans, quasiment dans tous les secteurs, que ce soit
dans le secteur d'abord budgétaire, dans le secteur, je dirais, des secteurs économiques, par exemple le secteur agricole. Oui. Nous avons quand même dissous toutes ces nombreuses caisses qui étaient des caisses à dépenser de l'argent des paysans. Et maintenant, nous avons la caisse café-cacao qui a des surplus, des excédents de trésorerie, parce que c'est bien géré. Et ce n'est pas géré pour les personnes qui sont des fonctionnaires là-bas. Nous avons également restructuré la caisse coton en Anacarde. Nous avons fait un code minier qui quand même donne des avantages importants à ceux qui veulent investir. Mais dans ce code minier, nous avons insisté que les Ivoiriens puissent avoir un minimum de participation. Parce que c'est important que dans tous ces grands projets qui se développent dans le pays, que les Ivoiriens puissent être, soient insérés dans ce dispositif, puissent apprendre à devenir des hommes et des femmes d'affaires de dimension importante. Pour le moment, la plupart de nos concitoyens sont des PME. Mais je veux avoir l'ambition d'avoir des grands groupes. Des groupes ivoiriens qui vont investir en France, qui vont investir aux États-Unis. Voici mon ambition. Et pour ce faire, il faut que ces PME ivoiriennes s'intègrent et travaillent avec ces grands groupes qui investissent des centaines de millions d'euros ou de dollars en Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons fait également des réformes dans le domaine des marchés. Vous savez, avant, un appel d'offres, il fallait 1 année pour donner le résultat. Nous venons de décider il y a 3 mois qu'il faut maintenant 88 jours. Et j'ai bon espoir de réduire encore ce délai. Je pourrais continuer à vous parler de toutes ces réformes. Les ministres compétents, le Premier ministre notamment, le feront. Mais c'est dire qu'il n'y a pas de secteur où nous ne faisons pas de réformes. Et c'est au quotidien. Et quand je sens moi-même que les réformes sont lentes, j'appelle le Premier ministre, j'appelle le secrétaire général de la présidence et je leur dis, venez me voir, sur tel dossier, je ne suis pas satisfait. Il faut qu'on aille plus vite. À l'issue de chaque conseil des ministres, j'ai une dizaine de questions en divers que je pose aux ministres. Je dis par exemple, j'apprends que l'autoroute dans la partie de Tumodi, donc Yamsokro, il y a des problèmes. Pourquoi? Dites-le moi. Proposez-nous des solutions. J'apprends que au CHU de Trècheville, on a des problèmes avec les équipements, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, mes collaborateurs me disent d'ailleurs, Président, vous travaillez trop. Mais je leur dis, moi, j'aime travailler. C'est une passion pour moi de régler les problèmes des Ivoiriens, de le faire au quotidien, jour et nuit. Plusieurs ministres vous diront que je téléphone aux ministres à 7 h du matin ou quelquefois à 23 h le soir. Ils savent qu'à tout moment, le président de la République peut les appeler parce que nous sommes au service des Ivoiriens. Et nous devons donner des résultats. Et les Ivoiriens commencent à voir les résultats de ces efforts et nous continuerons. Le choix des marchés financiers, des capitaux privés, oui. Est-ce que c'est au détriment des institutions de Bretton Woods? Ah oui, je comprends votre question. Pourquoi ne pas aller au Fonds monétaire et à la Banque mondiale où c'est moins cher que les marchés financiers? Mais nous allons également au Fonds monétaire. Et pour nous, le Fonds monétaire, c'est une validation parce que ce que nous faisons, c'est ce que le Fonds monétaire demande aux autres pays et que les pays ne veulent pas faire. Mais nous sommes déjà à niveau. Nous n'avons pas d'effort particulier à faire parce que nous faisons tout ce qui doit être fait. La Banque mondiale, d'ailleurs, j'ai eu le Premier ministre hier soir, il a eu le président de la Banque mondiale, qui nous a dit justement ce que vous venez de dire, que c'est très bien, nous sommes contents que vous ayez sur les marchés financiers. Ça montre que la Côte d'Ivoire est de retour sur les marchés financiers, qu'elle est crédible, qu'elle est bien gérée. Mais les ressources de la Banque mondiale et de l'IDA et de MIGA, le groupe de la Banque mondiale, sont moins chers que le marché financier. Duncan lui a répondu, mais écoutez, Président, donnez-nous ce que nous demandons et nous n'irons pas sur les marchés financiers. Vous savez, les pays qui évitent d'aller au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre un certain nombre de mesures. Et vous avez raison, Sali, ils vont dans les marchés quelquefois pour échapper à la discipline. Mais nous avons déjà une discipline budgétaire, une discipline financière, une discipline monétaire. Donc nous n'avons pas de problème. Nous avons le choix, ce qui est pas mal. Nous pouvons emprunter à l'intérieur. J'encourage d'ailleurs les banques commerciales à baisser les taux,
Si les banques commerciales nous font des prêts, des crédits à 5%, on n'ira pas emprunter à 5,66% à l'extérieur. La Banque mondiale est prête maintenant à nous faire des montants plus importants, et ainsi de suite. Mais vous avez parfait, je vois que vous êtes une bonne économiste. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'attendez pas à réendetter la Côte d'Ivoire, oui, que vous ne comptez pas dépasser le cap de 50%, si j'ai bien entendu. Mais néanmoins, les Ivoiriens sont un peu inquiets, même pour ce que déjà vous faites. Ils estiment que c'est une autre manière d'endetter la Côte d'Ivoire et de la remettre au niveau de PPTU. Ah non, non, quand j'ai pris les affaires, la Côte d'Ivoire était endettée à 75%. Et après des annulations de dettes, avant on était quasiment à 100%. Et avec moi, la Côte d'Ivoire ne va plus être endettée à un taux de ce niveau. Et deuxièmement, mon programme d'émergence fait que le terme pays pauvre ne sera plus appliqué à la Côte d'Ivoire. Moi, je vais sortir de la pauvreté. Et je pense que mes compatriotes, après ces 3 ans de gestion, me font confiance et savent que nous n'allons plus retourner dans ces pratiques du passé. C'est terminé. Alors, nous parlons de dette, parlons maintenant de la dette intérieure. À combien s'élève cette dette intérieure après les audits? Et où en est-on avec le paiement des factures des fournisseurs de l'État? Et puis je voudrais en même temps parler un peu de cette préférence nationale dans l'attribution des marchés. Parce qu'il y a des entreprises ivoiriennes qui brandissent voilà, l'exemple de certains pays où la préférence nationale est privilégiée dans l'attribution des marchés. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Chaque pays fait son choix de développer le secteur national. Parlons d'abord de la dette. La dette, vous savez, nous avons, quand nous sommes arrivés, nous avons audité la dette de la période de 2000 à 2010, donc la gestion de mon prédécesseur. Il y en avait pour 300 milliards. Nous avons audité, nous avons fait un certain nombre de paiements et nous avons, pour tenir compte de ce que vous dites, nous avons donné la préférence à payer toutes les entreprises qui ont un endettement à qui le Trésor doit jusqu'à 100 millions de francs CFA, parce que ce sont nos PME qui ont ce genre de montant. Donc tout ça est réglé. Sur ces 300 milliards, bon, il y avait des fausses factures. On est descendu à un chiffre d'à peu près une centaine de milliards. Et là, on a quasiment fini de payer la dette de la période 2000 à 2010. Je crois qu'il reste 10 ou 12 milliards que nous allons payer assez rapidement. Maintenant, la période en 2011, quand nous sommes arrivés, évidemment, d'abord, les 4 premiers mois, il y a eu un endettement fou pendant la période du blocus. Et ensuite, quand nous-mêmes nous sommes installés, il fallait en urgence faire un certain nombre de choses. Donc, il y a eu un endettement important en 2011. Donc, nous avons maintenant entamé de régler le problème des dettes de 2011, 2012, 2013. 2012 et 2013, il n'y a pas grand-chose. Et là, avec l'emprunt eurobond que nous venons de faire et toutes les dispositions du mécanisme monétaire que nous sommes en train de développer avec les banques commerciales en Côte d'Ivoire, je prends l'engagement qu'à fin décembre, toutes les dettes intérieures seront payées. Il n'y aura plus de dettes intérieures, ni de 2000 à 2010, ni de 2011, ni de 2012, ni de 2013. 2014, pour l'instant, nous essayons de gérer en sorte de payer les fournisseurs à 90 jours. Peut-être qu'il y aura quelques dérapages de temps en temps, mais pas grand-chose. Donc, à compter de 2015, la Côte d'Ivoire sera un pays où les choses se feront normalement. Si vous avez un marché avec l'État, après le contrôle, vous serez réglé. Là, il y aura l'avance de démarrage et le reste du marché sera payé à 90 jours après l'achèvement de ce que vous avez entrepris. Donc, je suis confiant que le pays est en train de sortir de cette période donc, de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, et que la Côte d'Ivoire sera un pays normal, j'insiste, moderne et modèle à partir de 2015. C'est rassurant, Monsieur le Président. Voilà. Vous avez pris peut-être un train de mesures pour aider les entreprises ivoiriennes à émerger ensemble avec la Côte d'Ivoire. Mais certaines PME
parlent un peu de leurs difficultés à accéder aux prêts bancaires. Elles souhaiteraient peut-être un fonds de garantie pour leur permettre d'emprunter plus facilement. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question de David Mobio concernant la préférence nationale. Je pense que mon expérience personnelle, quand j'étais au Fonds monétaire, il y a des pays que je ne nommerai pas qui ont pratiqué ce système de préférence nationale, ça n'a jamais marché. Pas seulement en Afrique, mais en Asie, en Amérique latine, même en Europe, et ils l'ont abandonné. Ce que j'ai demandé au ministre de faire, ce que j'ai fait à la Banque centrale quand j'étais gouverneur, que sur tous les gros marchés, on soit sûr que des entreprises ivoiriennes sont dans le lot des éléments à construire. Par exemple, si c'est un immeuble, qu'un certain nombre de certaines parties soient donc attribuées à des entreprises ivoiriennes. Il faut amener les entreprises ivoiriennes à s'insérer dans le processus donc, de gestion et de marché des grandes entreprises. D'abord, ça leur permet d'avoir des marchés. Deuxièmement, ça leur permettra également d'apprendre comment est gérée une grande entreprise et donc d'améliorer leur gestion. Et troisièmement, de se développer et pourquoi pas un jour de devenir une grande entreprise qui peut exporter. Je préfère cette formule de demander aux entreprises qui investissent en Côte d'Ivoire de trouver des partenaires ivoiriens pour leur activité. Monsieur le Président, certains de vos compatriotes, malgré l'embellie, ne ressentent pas les effets au quotidien. Ils se plaignent de la cherté de la vie. Quelle est votre réponse? Oui, c'est un domaine, je disais tout à l'heure, j'entends beaucoup cela. Vous l'entendez, oui, non, je l'entends. Et donc, en me disant, voilà, il y a un problème avec le coût de la vie. C'est vrai. Jusqu'à un certain point. Vous savez, quand on prend l'indice, parce que nous disons le taux d'inflation n'est que de 2%. Pourquoi? Au Ghana, c'est 30%. Et dans d'autres pays, c'est pire. Mais évidemment, l'Ivoirien dira ça, c'est le problème des Ghanéens, ce n'est pas le problème des Ivoiriens. Je suis d'accord. Mais quand vous prenez l'indice, vous avez donc l'alimentation, qui est un élément important, 40%. Vous avez le logement, vous avez le transport, vous avez donc l'énergie, vous avez la santé, vous avez l'éducation. C'est le coût de service dans chacun de ces secteurs qui constitue le coût de la vie. Monsieur le Président, c'est ça le problème, parce que l'Ivoirien ne comprend pas ce thème technique-là. Voilà, il ne ressent pas. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Donc maintenant, les gens se focalisent sur l'alimentation. Et moi, je me suis focalisé sur l'alimentation. Et le ministre du Commerce est en train de faire un travail extraordinaire. Je lui ai dit, bon, mais écoutez, maintenant, prenez les produits de base et faites-moi des propositions. Que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur le transport, que ce soit sur la construction des pistes, d'amener les produits vivriers, par exemple, de telle région à la capitale régionale, que ce soit les questions de raquettes, que ce soit les questions de cartels, et ainsi de suite. Et à la rentrée, nous allons annoncer des mesures très fortes pour montrer que dans le domaine de l'alimentation, ces mesures permettront de résoudre en partie cette question. Bien sûr, si le prix du riz augmente dans le monde entier, nous ne pouvons pas faire autrement que de suivre. Mais même là, j'indiquerais que sur le riz, nous avons augmenté la production du riz. Nous étions à peine à 500-600 000 tonnes de production. Maintenant, nous sommes à 1 300 000 tonnes. Et en 2016, nous serons à 3 millions de tonnes. Avec l'Office national du développement. Oui, de développement. Et donc, nous aurons la capacité maintenant, pas seulement de produire pour nous-mêmes, mais d'exporter. Je prends les tomates, je prends les oignons, toute une série. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps, mais bien que ce soit la préoccupation majeure de nos concitoyens, je vais les rassurer, dire à mes concitoyens que sur ces questions, nous prendrons des mesures très fortes en septembre, sur toute la ligne, et que nous ferons en sorte que le racket, on va prendre des mesures, je ne vais pas les annoncer parce qu'il y a des mesures surprises pour ceux qui raquettent. Les cartels, nous prendrons des mesures. Les pistes rurales, il y a un travail qui est en cours, et ainsi de suite. Deuxième dossier, le logement, parce que ça contribue aussi au bien-être des populations.
Vous voyez tous les logements que nous sommes en train de construire, logements sociaux, logements à moyen standing, même logements de haut standing pour les gens de la BAD qui vont revenir. Et là également, nous avons adopté récemment une réglementation en la matière des loyers et nous avons fait en sorte qu'il y ait surtout la question de l'offre, qu'il y ait beaucoup plus de logements. Parce que vous savez dire que, bon, on va dire qu'on ne dépasse pas tel montant pour un 2 pièces, ça n'a pas de sens parce que, bon, il y aura toujours quelqu'un qui viendra par derrière donner autre chose. Il faut plutôt mettre sur le marché beaucoup de logements, beaucoup d'appartements et donner une réglementation de la manière dont ça doit se faire, qu'on ne demande pas 1 an de loyer ou 6 mois de dépôt, etc. Et après, nous avons également le problème du transport. Et là, il y a eu des mesures importantes dans le domaine du transport. Tout ça va conduire à une baisse de l'ensemble de tout ce qui était ramassé à droite, à gauche par les uns aux autres. Je ne vais pas stigmatiser quelqu'un dans le domaine du transport. Et je pourrais continuer. Vous voyez, dans le domaine de l'énergie, nous avons quand même baissé le coût de l'abonnement. Donc, si vous prenez les choses les unes après les autres, vous verrez qu'il y a tout de même toute une série de mesures qui sont en voie d'être mises en œuvre. Et tout cela sera accéléré à compter de septembre pour qu'effectivement, le problème du coût de la vie, les Ivoiriens diront « Ah, il y a un soulagement ». Monsieur le Président, permettez de revenir sur la question du logement. C'est une problématique qui intéresse les Ivoiriens. Vous l'avez dit, beaucoup, vous avez mis en place une politique de logements sociaux. Récemment, on a vu des inondations qui ont fait plusieurs morts dans le district d'Abidjan, qui compte énormément de quartiers précaires. Alors, quel regard d'abord pour ce qui est arrivé récemment? Vous savez, je pense que c'était des moments tragiques hein, pour vraiment notre pays, pour les populations, pour toutes ces familles endeuillées. 33 morts en quelques semaines avec ces pluies diluviennes. Mais c'est également les difficultés du passé. Et il faut avoir le courage de les résoudre, ces problèmes. Nous avons pris des mesures d'urgence par rapport à ces populations qui sont des populations très défavorisées, mais il faut leur trouver des logements, mais il faut surtout s'assurer que toutes les voies d'eau sont libérées et que les prochaines pluies n'auront plus ces problèmes d'engorgement qui font que, bon, mais on retrouve des gens dans l'eau qui se noient et ainsi de suite, des maisons qui s'écroulent parce que ce ne sont pas des maisons habitables, des paillotes et des choses de ce genre. Je pense pour ma part qu'il y a un devoir de solidarité que nous devons développer tous ensemble. C'est important. Dans une nation, la politique sociale doit donner la préoccupation aux plus défavorisés. Et je crois que nous avons commencé à faire cela au niveau du ministère de la Solidarité, le ministère de la Construction et de l'Assainissement, et nous allons continuer. C'était un drame et nous devons y mettre fin. Je souhaite que pour les prochaines saisons de pluie, nous n'aurons plus ce problème. Mais vous savez également que les pluies que nous avons eues en juin, qui ont causé ces morts, nous n'en avons pas eu depuis une cinquantaine d'années. C'était les pluies les plus fortes depuis 1965. Donc c'était un peu un genre de tsunami, un mini-tsunami, c'était quelque chose d'exceptionnel. Même si c'est exceptionnel, nous avons l'obligation de nous organiser pour que des vies humaines ne soient pas perdues à cette occasion. Monsieur le Président, le gouvernement doit-il arrêter ou poursuivre ces opérations de déguerpissement face, il faut le dire, hein, au refus de certains habitants de ces quartiers précaires? Non, je voudrais vraiment plaider, même supplier ces populations d'accepter de partir. Parce que vous voyez, c'est dans leur intérêt. Nous souffrons trop de voir ces personnes emportées par les eaux. Il ne faut pas résister. Nous devons trouver des solutions pour les faire partir. J'ai demandé au ministre de la Construction de faire en sorte que, bien sûr, maintenant nous utilisons les salles de classe puisque c'est les vacances, mais nous devons développer un programme rapidement pour pouvoir déloger ces personnes et vraiment détruire ces constructions. Nous n'avons pas le choix. C'est dans leur intérêt et c'est dans l'intérêt national. C'est ma responsabilité en tant que président de la République. Je suis comptable du bien-être de chaque Ivoirien et je veillerai à ce qu'il en soit ainsi.
Monsieur le Président, est-ce que votre vision de l'excellence, est-ce que vous ressentez cette vision-là dans les résultats de fin d'année au niveau du primaire, du secondaire, des universités et même des grandes écoles? Oui, tout à fait. Je pense que, bon, d'abord, le prix d'excellence, vous savez, s'il y a un moment qui a été un moment fort pour moi, c'était le vendredi 1er août, à l'occasion du prix d'excellence. Quand j'ai vu tous ces jeunes, surtout les jeunes filles, on sent qu'elles en veulent, vous voyez, et que ces jeunes sont déterminés. Il y a une, quand elle a reçu son prix, elle avait 16,70 de moyenne. Je dis, ah, mais félicitations, je suis fier de toi comme tes parents. Je dis, mais l'année prochaine, tu auras 17. Il me dit, mais Monsieur le Président, je ferai mieux que ça. Alors, vous voyez, ça fait plaisir. J'ai eu beaucoup de joie à présider cette cérémonie. Alors, dans tous les secteurs, on parle souvent de l'université, mais si vous prenez le primaire, le BEP, le CEP, le taux a été bien meilleur, quasiment le double des taux antérieurs. Vous prenez le BEPC, on a des taux largement supérieurs aux taux antérieurs. Vous prenez le bac. Partout, nous avons évolué d'au moins 10, 20 ou 30 points en 2 ans. Je voudrais féliciter le ministre Kanya Kamara, vraiment une femme d'exception. Dans ce domaine, elle fait un travail exceptionnel également. Vous allez dire que je félicite tous mes ministres, mais c'est la confirmation que j'ai une bonne équipe. Maintenant, vous savez, il y a un autre élément que les gens oublient, c'est le taux brut de scolarisation. Quand j'ai pris fonction, le taux brut de scolarisation était aux alentours de 75%. En 2013-2014, nous sommes à 94%. Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, nous serons à 100%. D'ailleurs, en vue de cela, j'ai demandé au Premier ministre que nous devons rendre maintenant l'école obligatoire, parce que nous avons la capacité, avec les constructions des classes et puis le nombre de professeurs que nous avons recrutés, que tous les enfants de 6 ans puissent aller à l'école. Nous allons prendre une loi, nous allons proposer une loi, en tout cas un décret d'application qui dira que maintenant l'école sera obligatoire pour tous les enfants qui ont 6 ans. C'est une évolution importante et c'est la connaissance qui créera le progrès. Alors, si nous arrivons à scolariser tous nos enfants partout sur le territoire national, pas seulement dans les villes, mais également dans les campagnes, dans les villages, voyez-vous ce que la Côte d'Ivoire sera dans 15 ans, dans 20 ans? Ce sera le pays modèle dont je vous parle. Et c'est ce que, d'ailleurs, nos pères fondateurs, l'hymne national, c'est ce que nous disons, nous voulons être un pays modèle. Alors, Monsieur le Président, un sujet tout aussi important, il s'agit de celui de l'emploi jeune. Oui. Alors, vous avez promis 1 million d'emplois à la jeunesse ivoirienne en 5 ans. Alors, quel est le nombre d'emplois qui ont été créés et quel bilan faites-vous après 3 ans d'exercice du pouvoir? Oui. Vous savez, j'étais certain que cette question me serait posée. La difficulté que nous avons de communiquer ce qui se fait, c'est parce que tant que quelqu'un n'a pas une personne dans son foyer qui a un emploi, dit que le problème de l'emploi n'a pas été résolu. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de l'Emploi m'a envoyé des fiches où nous avons créé près de 300 000 emplois déjà dans les secteurs industriels, commerciaux et autres. Et avec le ministre de l'Agriculture, avec le programme national d'investissement agricole, hier soir, je l'ai interrogé, il me disait sur sa fiche, on aura 880 000 emplois en 2015, créés dans l'agriculture. J'ai dit non, ce n'est pas ça qui m'intéresse parce que je sais que les journalistes vont me demander combien d'emplois ont été créés. Alors, tenez-vous bien, nous avons créé 500 000 emplois dans le secteur agricole, plus les 300 000 dans les autres secteurs. Donc, nous sommes à 800 000 emplois déjà. Donc, atteindre le million, bien sûr, sera quelque chose de très facile en 2015. C'est dire que nous tenons nos objectifs. Bien évidemment, dans les grandes villes, la question du chômage est beaucoup plus forte, et surtout chez les jeunes. J'ai parlé des ex-combattants tout à l'heure. Sur les jeunes, je continue de mener une réflexion parce que, vous savez, nous avons des fonds jeunes à la jeunesse, nous avons des fonds jeunes au ministère de l'Emploi, nous avons des fonds jeunes au ministère du Plan, nous avons des fonds jeunes à l'ADDR est un fonds jeune, nous avons des fonds jeunes dans d'autres ministères.
Peut-être c'est tout ça qui crée le sentiment de dispersion et de non-focalisation de notre politique en matière d'emploi des jeunes. Donc j'ai dit au Premier ministre et au secrétaire général de la présidence qu'en septembre, je voudrais qu'on trouve une formule, une autorité ou même un ministère qui soit consacré à la question de l'emploi des jeunes et qui va être doté non seulement de ressources, nous mettrons des ressources à disposition, des fonds importants pour démarrer cette question de l'emploi des jeunes. Mais ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement, c'est aussi l'affaire des jeunes. Qu'est-ce que nous constatons? Il y a de grosses entreprises qui ont des projets où ils ont besoin de main-d'œuvre. Et quand je reçois les présidents ici de ces structures, je leur dis, mais écoutez, il faut recruter nos jeunes. Qu'est-ce qu'ils me disent? Mais monsieur le président, d'accord, mais quand nous faisons faire des tests à ces jeunes, ils n'ont pas le niveau. Vous voyez, ces 10 dernières années ont été catastrophiques pour la Côte d'Ivoire, parce que l'école n'a pas été à niveau. Les pauvres étudiants n'ont pas reçu de formation, ni à l'université, ni dans la formation technique, dans l'enseignement technique. Alors donc je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas mettre en place une période de stage, de formation, même de recyclage, et que l'État vous apporte un soutien? C'est tout ce mécanisme que nous sommes en train d'étudier, mais parce que je veux crever l'abcès du problème de l'emploi des jeunes. Si nous ne nous occupons pas de notre jeunesse, nous aurons échoué. Ils sont les plus nombreux, ils ont été utilisés par nous les hommes politiques, je dis nous parce que je ne veux pas accuser qui que ce soit, et nous devons leur donner un avenir. Ils doivent avoir confiance en la politique qui est menée par ce gouvernement. Et ils verront à partir de septembre que des mesures fortes seront annoncées. Mais je n'ai pas à parler des femmes, parce que les femmes, grâce à la première dame, ça se passe très bien, avec le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui reçoit des ressources non seulement nationales, mais même des ressources extérieures. Et d'ailleurs, je l'ai encouragé à augmenter ses interventions. Dans des quartiers comme Yopougon, elle me disait qu'il y a pratiquement 300 000 femmes qui ont déposé des dossiers, mais ils n'ont pu donner qu'à 30 000 personnes. Alors, donc, ça veut dire que là également, pour les femmes, il y a quelque chose à faire. Tout cela se résume à une question de ressources. Si l'État est bien géré, nous pouvons mettre en place des ressources pour nous occuper des victimes, des proches des victimes. Nous pouvons mettre en place des fonds pour nous occuper des démobilisés. Nous pouvons mettre en place des fonds pour nous occuper de l'emploi des jeunes, des fonds pour les femmes, des fonds en place pour régler la question de la dette intérieure. Voilà, voici ma stratégie. Il faudrait un pool de ressources provisionnées pour régler ces problèmes spécifiques. Bien sûr, il y a la gestion quotidienne de l'État, la restructuration de la justice. C'est également un dossier auquel j'attache beaucoup d'importance et nous allons développer les ressources pour cela. Et sur ça, j'envisage d'aller sur les marchés internationaux encore avant la fin de l'année, sauf si les banques locales disent « Ah ben, monsieur le président, au lieu d'aller à l'extérieur, nous avons de l'argent, venez, nous allons vous faire des crédits à 10 ans, 5%, mieux que les marchés internationaux, parce que la Banque mondiale viendra. » Le président Jim Kim m'a dit qu'il va augmenter les concours de la Banque mondiale et de l'IDA à la Côte d'Ivoire. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire est un cas modèle et il veut nous apporter son soutien. Monsieur le Président, nous ne saurions terminer cet entretien sans parler de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde. Vous avez entrepris une vaste offensive diplomatique à travers le monde. Les acquis sont nombreux. On peut citer le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, la récente visite du président français ici et bien d'autres illustres personnalités asiatiques, européennes et tous en Côte d'Ivoire. Alors faites-nous le bilan de cette offensive diplomatique et puis on peut dire aussi éco-diplomatique. Mais ce que je peux dire à mes concitoyens, c'est que Magellan est de retour. On m'a reproché d'avoir trop voyagé en 2012-2013, mais on a vu les résultats. J'ai eu une période d'interruption, mais maintenant, évidemment, je suis en pleine forme. Donc, je reprends mon bâton
donc, diplomatique à compter du mois de septembre. Alors, Monsieur le Président, vous avez vu il y a quelque temps avec une canne que les Ivoiriens ont même baptisé la canne de l'émergence. Et aujourd'hui, vous êtes sans canne. Est-ce que ça veut dire que le président des Ivoiriens est en pleine forme? Le président des Ivoiriens est en pleine forme. Il fait sa marche, il fait ses exercices, il nage, il a perdu du poids. Il fait tout ce que les médecins disent de faire à partir d'un certain âge. Et prêt pour un deuxième mandat, je crois que il n'y a pas de doute que je suis prêt pour un deuxième mandat, si les Ivoiriens le veulent bien. Mais ceci étant, je suis conscient que nous avons beaucoup donné en 2012 et 2013 dans le domaine diplomatique, surtout la période de la CEDEAO. Nous avons fait quand même en 2012 10 sommets en un an à Abidjan sur la question du Mali et de la Guinée-Bissau. D'ailleurs, mes pères en mars à Yamoussoukro m'avaient demandé de continuer pour une 3e année, mais je dis non, maintenant il faut que je m'occupe totalement de mes concitoyens. Alors, mais nous continuerons, nous allons ouvrir de nouvelles perspectives. J'envisage d'effectuer une visite officielle en Corée, donc avant la fin de l'année, sans doute au Maroc, sans doute en Turquie, et ainsi de suite. Et donc notre diplomatie vraiment se développe rapidement. Et nous avons restructuré aussi le ministère des Affaires étrangères pour que la diplomatie ne soit pas la diplomatie de tout simplement véhiculer les ministres en mission et des choses comme ça, mais plutôt une diplomatie économique. Envoyer des gens compétents qui peuvent, si quelqu'un doit aller à Washington, il faut qu'il ait la connaissance de l'anglais. Si nous envoyons quelqu'un en Turquie, il faut qu'il ait la connaissance de l'anglais ou une langue arabe, et ainsi de suite. Nous voulons faire en sorte que nos diplomates soient eux-mêmes à l'aise. Et donc, j'ai entrepris de régler tout ce qui a trait aux arriérés de bourses, de loyers, de frais de scolarité, etc., dans les ambassades. Donc, tout cela est en cours et par conséquent, et de réduire aussi les effectifs. Vous prenez l'ambassade de Paris, nous avions près de 145 personnes à l'ambassade de Paris. Alors, nous allons réduire cet effectif à 70. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et l'inconvénient, en ayant 145 personnes, c'est qu'on paie les gens de temps en temps. On paie le loyer des gens de temps en temps. Quand ils ont des frais médicaux, on le paie de temps en temps. Mais si l'effectif est normal, à peu près de 70 pour une grande ambassade comme Paris, à ce moment-là, ils n'auront plus de problème de salaire, ils n'auront plus de problème de loyer, ils n'auront plus de problème de faire payer les frais de scolarité de leurs enfants, les frais de santé, etc. Donc nous avons une restructuration d'ensemble. Mais en même temps, nous allons nous faire en sorte que dans les pays d'Asie et du Moyen-Orient, nous ayons une plus large couverture. Par exemple, si quelqu'un est ambassadeur en Inde, il faut qu'il couvre 3 ou 4 pays où nous sommes complètement absents. Et ainsi de suite, ou en Amérique latine. Donc la Côte d'Ivoire va accroître sa cartographie diplomatique. Avec moins de monde, nous serons représentés dans beaucoup plus de pays dans le monde. Donc je suis confiant que la Côte d'Ivoire sera mieux connue, sera mieux appréciée. Et en ce moment-là, vous savez, tout ça contribue également à nous organiser l'avenir. Ça veut dire que nos jeunes Ivoiriens qui veulent aller pour des formations, qui veulent s'associer à des entreprises turques ou autres, mais ce sera plus facile parce que nous avons un ambassadeur sur place. Donc dans le domaine de la diplomatie, je suis particulièrement satisfait de ce que nous avons fait et nous continuerons dans cette voie. Ça demandera encore beaucoup de voyages et je compte à compter de septembre, bien sûr après ma visite d'État à Daoukro, je m'en ai né Henri Konan Bédié en mi-septembre et l'Assemblée générale des Nations Unies vers le 20 septembre. À partir d'octobre, nous commencerons à nouveau des visites. Alors vous direz, voilà, Magellan a repris, mais c'est pour la bonne cause que je le ferai. Bien, Monsieur le Président, vous-même vous le dites, hein, les Ivoiriens ont vite fait de vous appeler Magellan, du nom de cet explorateur qui a fait le tour du monde. Oui. Vous avez beaucoup voyagé parce que vous tenez à l'intégration. Oui. Notamment l'intégration sous-régionale, qui constitue l'une de vos priorités. Vous avez réveillé le Conseil de l'Entente. Vous avez géré avec maestria vos 2 mandats à la tête de la CEDEAO. Aujourd'hui, on voit une nouvelle forme de coopération depuis quelques années avec le voisin, le Burkina Faso. Alors, que retenir finalement de cette volonté commune du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire de
concernant l'intégration. Oui. Vous avez même souhaité que cet exemple soit multiplié au niveau de la sous-région. Tout à fait. Vous savez, ce traité d'amitié, il a été instauré par mon prédécesseur, donc je voudrais le féliciter d'avoir pris cette initiative. Nous en sommes au 4e sommet. C'est un modèle de coopération parce que les deux pays sont tellement imbriqués. Vous savez que la Haute-Volta faisait partie de la Côte d'Ivoire. C'était la Haute-Côte d'Ivoire par le passé. Ensuite, c'est devenu le Burkina Faso. Nous avons des millions de personnes d'origine burkinabé en Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'Ivoiriens maintenant s'installent au Burkina pour faire des affaires, acheter des maisons. Alors, tout ceci fait que, en plus des liens séculaires, de la proximité géographique, il y a des relations de confiance entre les deux gouvernements qui nous amènent à aller beaucoup plus loin que dans la coopération avec les autres pays. Le président Blaise Compaoré, moi je le connais depuis une vingtaine d'années, depuis que j'étais directeur Afrique au Fonds monétaire international. Et c'est un gestionnaire rigoureux, c'est un président qui a fait des miracles pour son pays, il a fait beaucoup de chantiers qui sont admirables. Alors, nous avons ensemble cette volonté d'aller plus loin dans le développement d'un certain nombre de projets communs. D'abord, il y a la réhabilitation du chemin de fer, la fameuse régie Abidjan-Niger, vous êtes trop jeune pour savoir ça, mais la RAN s'appelait régie Abidjan-Niger, ça veut dire que ce chemin de fer aurait dû aller jusqu'au Niger. Ça n'a jamais été le cas. Mais dans 2 ans, ce sera le cas. Nous commencerons les travaux avant la fin de l'année. Il y aura la réhabilitation de la partie Abidjan jusqu'à Kaya au Burkina, et ensuite de Kaya jusqu'à Dori, la mine de Tambao, et au Niger. Donc, dans 2 ans, ce dont nous parlions dans les années 50, la région Abidjan-Niger deviendra une réalité. Nous avons également l'ambition de faire l'autoroute. Abidjan, c'est déjà fait jusqu'à Yamoussoukro. Nous allons faire de Yamoussoukro à Bouaké, Bouaké-Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso-Ouagadougou. C'est un projet majeur et ce sera un élément d'intégration parce que cette autoroute ne fera pas partie, disons, des domaines de chaque État. Nous allons signer une convention pour que ce soit l'extraterritorialité. Une fois qu'on est sur cette autoroute de Ouagadougou, il y a le péage, mais il n'y a pas de policiers, il n'y a personne, il n'y a pas de douanier. Vous pouvez venir jusqu'à Abidjan et vice-versa. C'est un signe fort. En réalité, qu'est-ce que nous voulons? C'est faire ce que l'Allemagne et la France ont fait. C'est cela. Après, donc au niveau de l'Union européenne. Et je crois que nous sommes en mesure de le faire. Nous sommes 2 partenaires importants au sein de l'Union économique et monétaire et également au sein de la CEDEAO. Et si ce modèle de coopération marche comme ça marche entre l'Allemagne et la France, ça fera tache d'huile avec les autres pays. Je pourrais citer d'autres projets, mais le communiqué de presse l'a dit, il y a le pipeline, il y a la fourniture d'électricité, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est un pas important. Et je me réjouis que nous soyons en phase, pas seulement au niveau des chefs d'État, mais au niveau des 2 premiers ministres et au niveau des 2 gouvernements. Bon, les peuples, bien sûr, s'entendent à merveille, donc c'est une bonne évolution. La sous-région ouest-africaine est aujourd'hui confrontée à la menace de groupes terroristes, AQMI et Boko Haram. La France, dans le cadre de cette lutte, a mis en place l'opération baptisée Barkhane. Alors, c'est vrai que vous n'êtes plus à la tête de la CEDEAO, mais que prévoit la CEDEAO pour cette lutte et votre vision de la lutte contre le terrorisme, Monsieur le Président? Oui, c'est un domaine qui est compliqué, qui est délicat, où il faut beaucoup de moyens. Moi, je me félicite des décisions prises par le président Hollande. Et nous avons d'excellentes relations, comme tout le monde le sait, avec le président Jonathan Goodluck du Nigeria également. La situation au Nigeria est vraiment dramatique avec l'enlèvement de ces jeunes lycéennes et tous les problèmes donc, que nous constatons là-bas, des explosions tous les jours, des morts, des blessés. Alors, au niveau de la CEDEAO, nous avons pris un certain nombre de mesures, que ce soit au niveau donc, du contrôle du terrorisme, bien sûr en n'ayant plus d'informations entre nous, plus de contacts entre nos services de renseignement.
mais également la possibilité de mettre en place une force de réaction rapide. C'est un projet auquel nous tenons beaucoup, aussi bien moi-même, le président Jonathan, Macky Sall et d'autres. Nous avons également la question de la piraterie maritime. Vous savez, bon, il y a un an, il y a eu tout de même des bateaux qui ont été détournés au large ici, ce qui nous a amené d'ailleurs à acheter ce bateau, donc l'émergence. Voilà, le patrouilleur qui a été donc inauguré hier. Savez-vous que depuis 1978, la Côte d'Ivoire n'avait plus de patrouilleurs? Depuis 1978. Ça fait quoi? Ça fait 36 ans. Donc maintenant, nous allons commencer à donner tous les équipements nécessaires à nos forces armées, que ce soit la marine, et pour l'aviation également, nous allons faire la même chose. Nous allons, sous réserve des dispositions concernant l'embargo des Nations Unies, nous allons acheter des petits avions de surveillance, des petits bombardiers, etc. Bien sûr, pour l'armée de terre, nous avons fait ce qu'il faut, pour la gendarmerie, pour la police. Donc, vous voyez, la lutte contre le terrorisme, c'est un tout. Hein. Le ministère de la Sécurité est en pole position dans cette affaire parce que l'aspect renseignement, l'aspect déplacement des agents de renseignement, l'aspect contact avec un certain nombre de personnes qui peuvent nous être utiles, aussi bien dans les pays voisins que dans les autres, dans les grandes capitales. Mais c'est une menace pour tous, pas seulement pour le Nigeria ou pour le Mali, et c'est pour cela que nous attachons donc une importance particulière sur ce dossier en relation avec le nouveau président de la CEDEAO, le président Mahama Dramani. Monsieur le Président, dès l'entame de cet entretien, vous avez énoncé les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas à ce sommet États-Unis-Afrique, où 50 pays chefs d'État sont. Mais vous avez quand même dépêché votre Premier ministre avec une forte délégation. Mais quel est l'enjeu véritablement de ce sommet États-Unis-Afrique? Mais l'enjeu pour nous, vous savez, c'est essentiel. C'est la première puissance mondiale, hein, que ce soit au plan économique, au plan militaire, au plan technologique. Moi, je me réjouis que le président Obama ait pris cette initiative. Ceci permettra quand même de renforcer les liens avec les États-Unis, pas seulement avec le président Obama. Vous savez, les Américains ne connaissent pas l'Afrique, hein, bien qu'il y ait une forte population d'origine africaine. Et donc déjà, voir des chefs d'État africains, etc., c'est quelque chose d'important. Voir des hommes d'affaires africains, voir des jeunes Africains qui ont été dans les universités, tout ça, contribue à renforcer les liens entre le continent africain et les États-Unis. Mais au-delà, au plan donc, des avantages financiers, il y aura tout de même des entreprises américaines, grosses entreprises comme General Electric et autres, qui sont déjà ici d'ailleurs, ou Cargill et autres, qui vont renforcer leur investissement en Côte d'Ivoire. Le démarrage de l'AGOA, par exemple? Oui, je pense que c'est quasiment acquis. Ce que j'apprends, que le président Obama a saisi le Congrès pour que cela puisse se faire. L'AGOA, donc, sera renouvelée, j'espère, pour 15 ans, comme le président Obama l'a souhaité. Oui, oui. Donc, au thème de cet entretien, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos compatriotes à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président? Je voulais m'adresser à vous, chers concitoyens, pour vous faire le point de la situation dans notre pays, vous dire non seulement ma vision, que vous connaissez déjà, mais nos réalisations, nos espoirs, également ce que nous attendons de chacun des Ivoiriens. Nous devons chaque jour nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Pas seulement le chef de l'État, mais chaque Ivoirien doit avoir cette volonté de contribuer à l'amélioration de la situation de nos concitoyens. Mon rêve, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. J'ai expliqué ce que cela veut dire. Ça veut dire un pays où il fait bon vivre. Un pays où on aura fini avec les problèmes de maladie, de pauvreté. Un pays rassemblé, où nous aurons laissé derrière nous toutes les querelles du passé.
un pays où la réconciliation sera vraie. Et je salue les décisions prises récemment par les partis d'opposition. Un pays où nous devons tous regarder dans la même direction. Mais cela veut dire aussi un pays démocratique, un pays qui respecte les droits des citoyens. Moi, j'ai foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je demande à mes concitoyens, je vous demande de me faire confiance. Je veux que l'on soit persuadé que chaque jour, mon objectif, c'est de tout faire pour que la Côte d'Ivoire s'améliore, pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Je voudrais demander à mes concitoyens de me faire confiance. Je continuerai de travailler sans relâche. Je vais consacrer toutes les heures, toutes les minutes que je peux à l'amélioration du quotidien de mes concitoyens. Bien évidemment, étant à la veille de la fête nationale, je voudrais vous dire à chacune et à chacun, bonne fête, et surtout que demain soit une journée de joie, une journée de gaieté. Et je voudrais aussi remercier, saluer David de m'avoir questionné pendant tout ce temps, et cela a été très productif pour moi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous et à toutes et bonne suite de programme sur les antennes de la RTI.